Amandine et Anita vous invitent derrière le décor avec le CAC Sud 22. Bonjour Amandine. Bonjour Anita. Alors, comment vas-tu depuis cette dernière émission que nous avons faite au mois d'octobre ? Écoute, ça va très bien. On a repris les sorties spectacles. Alors ça, c'est toujours un très chouette moment. Et puis, j'ai préparé plein de choses pour aujourd'hui. Donc ça va. Et toi ? Alors, nous retrouvons Je vais très bien d'ailleurs. Nous retrouvons nos rubriques habituelles. Donc, on va avoir Entre quatre yeux. Oui, aujourd'hui, on rencontre Gwendoline Destremaux de la compagnie Loki d'Or. L'agenda sorti. En Bretagne et au-delà, comme d'habitude. T'en as pensé quoi ? Oui, là, cette fois, on va parler de Minute Papillon, un spectacle qu'on a vu dans le cadre du festival Minimum Maximum. Donc là, les enfants à l'honneur aujourd'hui. Ah oui, complètement. Et le théâtre, ça se lit aussi. Et aujourd'hui, on parle d'un classique de la littérature, L'île des esclaves de Marivaux. Donc, nous vous souhaitons à tous la bienvenue dans Derrière le décor. Derrière le décor, l'émission du mois de novembre, ça commence tout de suite. Amandine et Anita vous invitent derrière le décor avec le CAC Sud 22. Alors, Amandine, notre première rubrique, c'est Entre quatre yeux. Alors, qui as-tu rencontré ? Alors, j'ai rencontré Gwendoline Destremaux qui vient d'installer sa compagnie qui s'appelle Loki d'Or à Lamballe. Donc, elle a créé un théâtre très épuré, visuel, fort, avec notamment plein de figures autour de la mythologie. Et elle nous en parle dans notre interview. Donc, Gwendoline Destremaux que tu as rencontrée, son interview, c'est tout de suite. Bonjour Gwendoline. Alors, toi, tu es la metteuse en scène, directrice artistique de la compagnie Loki d'Or, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette compagnie, depuis quand elle existe, ce que vous faites bref, nous en apprendre un peu plus. Alors, on est une compagnie qui existe depuis 2016, la compagnie de Loki d'Or, et on est implanté dans les Côtes-d'Armor depuis cette année. Et c'est une compagnie qui va traiter beaucoup de la réécriture de mythes, de contes, donc comment prendre dans les récits anciens, dans les légendes, comment tirer des réalités qui sont encore d'actualité aujourd'hui, et comment les transformer à notre sauce, en passant par de la poésie, du burlesque, de la musique, pour en faire ressortir le message qu'on a envie de mettre en valeur. Donc toi, tu es vraiment sur ce travail de réécriture. Comment tu choisis justement les mythes et les histoires desquels tu pars pour tes spectacles ? Est-ce que tu as quelque chose qui t'attire en premier dans ces récits ? Ça va être plutôt, en fait, j'ai envie de raconter une histoire de quelque chose. Par exemple, une histoire de deuil, une histoire d'amour, une histoire d'enfance. Et puis ensuite, en écrivant quelques mots ou en commençant à travailler sur le sujet, il y a souvent un mythe qui vient de lui-même ou une légende où ça me rappelle quelque chose que j'ai étudié plutôt plus jeune, et c'est là que ça vient et que je me dis mais c'est la même histoire en fait, mais autrement, et on pourrait utiliser le rythme du mythe pour raconter cette histoire-là. Ouais, donc tu es d'abord vraiment dans le sujet que tu as envie de traiter, et ensuite tu vas chercher l'histoire qui correspond. C'est ça, ouais. Et du coup, peut-être que tu peux nous parler un petit peu plus du dernier spectacle que vous avez fait, qui est en diffusion et que vous jouez en ce moment. Oui, ça c'est le spectacle Eurydice aux Enfers, qui est donc une réécriture inversée du mythe d'Orphée. Donc Orphée, c'est un musicien qui était très amoureux de sa femme est décédée, il a décidé de partir la chercher aux enfers. Et donc là, on est sur une réécriture inversée, c'est Eurydice qui part chercher son amant aux enfers. Et ça part du monde d'aujourd'hui, donc c'est Eurydice qui sort de l'hôpital, qui décide de creuser la terre avec ses ongles comme une pelleteuse, et qui arrive aux enfers. Et les enfers, c'est un mélange un peu du monde d'aujourd'hui, un peu de ce qu'on connaît de la mythologie, et aussi tout un pan très fantastique. Ça peut ressembler à Tim Burton dans l'esthétique. Ça peut être très glauque, ça peut être très drôle, ça peut être grinçant. Tout d'un coup, on va se mettre à pleurer, tout d'un coup à rire. Enfin voilà, on est dans un mélange de registres pour raconter cette histoire donc d'amour et de deuil. On va passer par plein de registres différents. C'est des spectacles qui sont adaptés à tous les âges, ou parce que c'est vrai, quand on y pense comme ça fait un petit peu le deuil, c'est un sujet pas forcément évident à aborder pour les plus jeunes. À qui vous vous adressez ? Alors pour moi, le deuil, c'est un sujet qui peut être abordé dès le plus jeune âge. Après, il y a une façon de le faire qui est pas forcément adaptée, mais ce spectacle, on dit pas en dessous de 10 ans, parce que tout simplement, il y a des scènes qui peuvent faire un petit peu peur, donc ça dépend aussi des enfants. Mais oui, on n'est pas sur un spectacle pour enfants. Mais c'est un spectacle qui rencontre un beau
beau succès auprès de la jeune génération, que ce soit lycée, collège, et même des jeunes de 18-20 ans. Parce que on est dans une dramaturgie très efficace, ça va assez vite, c'est très rythmé, c'est un spectacle un peu pop, donc ça séduit pas mal la jeune génération, tout en contentant la génération plus âgée, parce qu'on est dans de la mythologie. Les intellectuels, ils trouveront leur soupe, leur sauce, voilà, je sais pas, leur intérêt, voilà. Et voilà, et c'est un spectacle qui a gagné le prix, un coup de cœur du festival Off cet été à Avignon. Oui, donc tu disais que vous veniez de vous implanter là dans les Côtes-d'Armor pour la compagnie. Est-ce que vous avez déjà un petit peu des projets précis dans le coin? Qu'est-ce que vous voudriez dire à nos auditeurs? Là, on a plusieurs projets en fait dans la compagnie. Le premier, c'est la diffusion du spectacle Eurydice aux Enfers dont je viens de parler. Le deuxième, c'est la création de notre prochain spectacle qui s'appelle La Dernière Nuit, qui est une réécriture du mythe de Cassandre. On parle beaucoup de mer et d'océan dans ce spectacle, donc si vous avez un théâtre en face de la mer, ça pourrait fonctionner. Voilà. On est en recherche de résidence donc et de partenaires en fait sur le territoire. On fait de l'action culturelle auprès des collèges, des lycées ou même d'autres types de publics. Et un projet qui est en cours d'écriture, donc qui sera plutôt pour 2024. C'est un projet de remise en valeur du patrimoine, donc des chapelles bretonnes, par le biais d'animation de veillées, de contes, de balades contées dans les espaces, dans les cimetières, dans les chapelles, avec de la lumière, du son, remettre en valeur les fresques qu'on voit une fois par an le 15 août quand l'église est ouverte, voilà, ce genre de choses. Ou les vitraux, il y a des petites chapelles dont les vitraux ont été rénovés, mais sauf que personne ne les voit jamais parce que c'est fermé. Donc voilà, comment on peut, par le biais de contes bretons, donc puisqu'on est sur le territoire, remettre en valeur des espaces éteints. Voilà. Ça, on y est très sensible aussi au CAC Sud 22 et là par exemple sur ce genre de projet, ça pourrait être par exemple des mairies qui vous contactent, qui auraient envie de remettre en valeur des choses et qui peuvent contacter la compagnie pour créer des projets. Exactement, et puis le projet ensuite s'adapte au lieu, même si on arrive avec un conte, on vient visiter, observer, et on adapte en fonction de l'espace, quoi. Du coup, si on peut donner un contact. Alors, on est la compagnie de Lokidor. Moi, je suis Gwendoline Destremo et vous pouvez nous trouver sur Facebook, sur Instagram. On a un site internet également et nous contacter sur le mail okidor@outlook.fr, donc EAUQUIDORT, et le reste vous savez. Voilà. C'est facile. Donc j'étais là, je me dis, est-ce que tu aurais un conseil spectacle peut-être à donner à nos auditeurs? Complètement, c'est le collectif Bajour, je crois, qui est breton, le spectacle Seuil, avec le comédien Baptiste Dupuis, et le nom de la comédienne j'ai oublié, mais c'est un très beau spectacle sur le harcèlement au collège. Avec 2 comédiens qui changent de rôle, on voyage beaucoup et c'est vraiment avec très peu de moyens, et ça j'y suis très sensible et ça m'a vraiment bouleversée quoi, comme spectacle, c'est très fort. On retient le spectacle, on regardera s'il y a des dates prochainement, on le mettra aussi en dessous dans le descriptif et je rebondis juste sur ce que tu dis, effectivement. Le fait de pas avoir beaucoup de moyens, tu me disais en dehors du micro que toi c'est quelque chose qui te parle particulièrement, tu cherches à faire des mises en scène qui sont très épurées, tu disais. Non pas que je sois contre les décors ou la scénographie, c'est juste que en fonction de ce qu'on veut raconter, la plupart du temps, je pense qu'il n'y a pas besoin de tout ce qu'on met sur les scènes aujourd'hui dans des théâtres où il y a beaucoup d'argent, par exemple. Je trouve que l'essence du théâtre, ça reste la direction d'acteur, le jeu. Et c'est de là que tout doit partir. Et donc, j'aime avoir des pièces qui n'ont pas d'autres béquilles que le jeu des comédiens. Voilà. Et donc, j'aime aussi le fait que l'imagination du spectateur soit créatrice dans un spectacle. Et je trouve que tel que tu le décris, ça donne très envie d'aller découvrir les spectacles de la compagnie Lokidor. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas encore de date là dans le coin. On en a une en août, mais peut-être mi-août à Saint-Lunaire au festival Les Fourberies en Seine, voilà. Écoute, merci beaucoup, et puis je te souhaite et je vous souhaite à la compagnie beaucoup de succès dans vos aventures costarmoricaines. Merci beaucoup. Donc mythe, légende, thème plus ou moins sensible aussi. Une belle compagnie en tout cas. Oui, moi ça me donne très très envie d'aller voir leur spectacle et j'ai hâte qu'ils trouvent des dates dans le coin parce que ça a vraiment l'air très beau et effectivement très sensible comme tu dis. Et puis oui, c'est une belle idée de faire appel aussi à la création en partant du patrimoine aussi de la Bretagne. Oui, en plus effectivement nous ça nous parle, c'est aussi des choses qu'on aime bien mettre en œuvre, donc je vous invite vraiment
vraiment les auditeurs, si ça vous intéresse, à vous renseigner un petit peu plus sur cette compagnie qui débarque en Côte d'Armor et donc d'aller voir notamment leur Facebook, compagnie Lokidor. Lokidor avec Gwendoline Destremo, du coup. Et en parlant de spectacle, bien entendu, c'est justement l'heure, justement le moment, chers auditeurs, de notre agenda sortie. Et oui, comme d'habitude, je vous propose tout plein de choses à aller voir sur le mois de décembre qui arrive. Alors, on commence avec un texte issu du répertoire classique. Ça s'appelle Mithridate. C'est une pièce écrite par Jean Racine en 1673 et la mise en scène est signée ici par Éric Vignier. Alors, l'histoire, c'est celle d'un conflit familial et amoureux. Le roi Mithridate, un guerrier qui est plus souvent sur les champs de bataille que dans son château, revient épouser Monime, sa promise déjà déclarée reine. Mais ses deux fils, donc au roi Mithridate, donc les deux fils qui s'appellent Xiphares et Pharnace, pensant leur père mort, espèrent épouser la reine. Donc, l'un par amour, le deuxième par opportunisme. Et puis quand revient leur père, ils jurent de garder secret leurs espoirs déçus, mais 3 petits points. Donc Mithridate, ce n'est pas qu'une histoire d'amour contrarié, c'est aussi celle du récit de la chute du roi Mithridate IV qui perdit face aux Romains, trahi par son fils, quelques décennies avant Jésus-Christ. Donc il y a un petit côté historique quand même. Dans sa mise en scène, Éric Vignier compte sur un sextuor de comédiens, dont les bien connus Stanislas Nordet et Thomas Joly, qui sont eux aussi metteurs en scène et qui sont des noms bien connus du théâtre contemporain. Donc Mithridate, c'est à retrouver au Théâtre National de Bretagne à Rennes du 6 au 10 décembre. Donc il y a bien longtemps que tu ne nous avais pas parlé de théâtre classique. Ben oui, mais parce qu'on n'en trouve pas tant que ça non plus finalement. Il y a beaucoup de nouvelles écritures, d'écritures de plateau comme on dit, et finalement des spectacles qui partent de pièces classiques, c'est plus si répandu que ça. Et le prochain spectacle, qui est pour le jeune public, s'inspire aussi du théâtre classique, mais il y a certainement des petites choses réadaptées. Tout à fait. Ça s'appelle « Ne pas finir comme Roméo et Juliette » et c'est une réécriture moderne et onirique de la tragédie shakespearienne. Le spectacle, il est inventé par Mathilde Weyergans et Samuel Hercule. Et sur le plateau, on a 2 comédiens, 2 musiciens, un écran et une multitude d'objets. Donc pour l'histoire, on a Romy et Pierre qui vivent de chaque côté d'un pont frontière que jamais personne ne doit traverser. C'est un interdit. Et pourtant, entre la championne de ping-pong et l'écrivain solitaire va se nouer une romance dans la plus pure veine des histoires d'amour impossibles. S'il y a le titre Roméo et Juliette, ce n'est pas pour rien. La grande originalité du spectacle tient dans la virtuosité des comédiens qui, sur scène, créent au fur et à mesure l'histoire, mais aussi les bruitages et les sons du spectacle. Donc en fait, l'histoire, elle se déroule sous nos yeux sur le grand écran, pendant que les comédiens donnent voix et son sur scène, en direct sous nos yeux, avec les musiciens. Donc il y a vraiment quelque chose de très original et de très virtuose en fait. Je pense que mélange vraiment tous les arts. Oui, et puis je pense qu'à regarder, à observer, c'est vraiment très intéressant parce qu'il faut être au millimètre près, au bon endroit. Et c'est d'ailleurs un des spectacles que je propose d'aller voir à mes groupes. Donc vous en aurez un retour évidemment après. Donc je vous donne les références, c'est Ne pas finir comme Roméo et Juliette. Ça se déroule le jeudi 15 décembre à 20h à la passerelle de Saint-Brieuc et c'est à découvrir dès 12 ans. Et nous savons que certains de nos auditeurs aiment voyager à travers la France, donc tu les emmènes hors de Bretagne voir un spectacle encore d'inspiration classique. Oui, là ce mois-ci, j'étais inspirée, il y a un thème. Donc là, je vous emmène en région parisienne, à Ris-Orangis, pour découvrir une pièce que j'adorerais voir, qui est Antigone, d'après le texte de Sophocle, mis en scène par la compagnie réunionnaise Kissa Millet. Alors pour nos auditeurs qui nous écoutent depuis un moment, je vous ai déjà parlé de l'histoire d'Antigone dans l'émission du mois de mai. Et c'est cette toute jeune fille qui défie le roi, son oncle, parce qu'il refuse de faire enterrer son frère. Donc, armée de son courage et sachant qu'elle en mourra, elle brave l'interdit. Ici, dans ce spectacle, le chœur antique mêle à la fois de la danse de combat, le moringue, j'espère que je prononce ça bien, peut-être moringue, ça sonnerait bien, et le chant maloya, qui est donc en créole réunionnais. Donc un spectacle qui est tout en force et en finesse, et qui, je pense, doit être très beau à voir. Donc, Antigone est à découvrir le 6 décembre à 20h au Centre culturel Robert Desnos à Ris-Orangis, dans le département de l'Essonne.
Merci Amandine pour cet agenda bien complet. Alors on revient sur le territoire puisque vient juste de se terminer, il y a quelques temps, tout début novembre, vient de se terminer le festival Minimum Maximum à Loudéac. Et tu as emmené un petit groupe d'enfants, de jeunes, voir un spectacle durant ce festival Minimum Maximum. Oui, mercredi 26 octobre, j'ai accompagné un groupe de jeunes, comme tu dis, pour aller voir le spectacle Minute Papillon à la salle Casteldo à Uzel, parce que le festival Minimum Maximum, en fait, se déroule sur plusieurs salles culturelles du territoire. Donc, plusieurs spectacles qui se déroulent et qui proposent aux enfants, même très jeunes, d'aller voir des spectacles. Donc, Minute Papillon, c'est un spectacle jeune public dès 6 ans du Théâtre de l'Écume, qui est une compagnie qui vient du Morbihan. Alors, l'histoire, c'est celle de Jeannot, un ouvrier dans une usine de fabrique de bouteilles en plastique. Au début, ça paraît un peu terre à terre comme sujet. Vous allez voir que ça ne l'est pas du tout. C'est un ouvrier rêveur, maladroit, fantasque, qui travaille peu, il faut le dire, au rythme des vieilles chansons françaises qui sortent de son casier. Il est toujours à 2 doigts de tout casser, Jeannot. Pas très pragmatique, il est souvent épaulé par sa collègue Chacha, avec laquelle il rit beaucoup. Mais parfois, même la meilleure volonté ne peut pas rattraper les catastrophes. Et donc, je vous fais découvrir peut-être un petit extrait. Un petit extrait qui, d'ailleurs, en radio, c'est pas évident, ce spectacle, à trouver un extrait parce que finalement, il m'a l'air vraiment très axé sur le visuel. Oui, j'en parlerai justement après. C'est effectivement un spectacle où le texte, même s'il est présent, n'est pas le centre de la pièce. Alors, on écoute tout de suite un extrait de Minute Papillon. Ce n'est pas le moment de réfléchir. Les premiers icebergs seront en vue d'ici peu. Il rassembla autour de lui son équipage. Eh oh les gars, tous à la manœuvre! Les marins s'acquittaient de toute leur force au haut banc qui se tordait sous la force du vent. Là-bas, un ours blanc! Jeannot, c'est votre 2e avertissement, hein? Ouais, on dirait pas comme ça, mais c'est du boulot, hein. Tafa! Tafa! Oh! C'est la pause! Où tu m'as dit je t'aime. Entrez! Capri! Oh, Jeannot, C'est fini! Alors, un spectacle avec beaucoup d'objets, beaucoup de gestes, beaucoup d'expressions du visage. Oui, et un décor aussi qui est assez impressionnant. En fait, on est dans un spectacle qui a un petit côté Chaplin, un petit côté burlesque, avec une certaine économie de texte, puisque même si le personnage principal et sa collègue, il y a 2 comédiens sur scène, ont des dialogues, on est quand même beaucoup sur des onomatopées, des grands gestes, du théâtre presque mime, même si on n'est pas vraiment exactement là-dedans. Mais c'est vrai que du coup, à entendre les extraits, moi je revoyais le spectacle et les moments auxquels ça faisait référence, mais je comprends que ça reste peut-être un peu mystérieux pour les auditeurs, mais en fait, imaginez-vous des situations qui sont vraiment à la fois absurdes et amusantes d'un personnage rêveur qui s'imagine, en fait, il est dans son usine en train de faire ce qu'il a à faire, et puis là il s'invente des histoires, des voyages, et donc c'est intéressant parce que la salle qui était donc remplie d'enfants dans un spectacle comme ça, puis surtout pendant les vacances, ils étaient morts de rire parce que pour eux ça leur parle complètement, ce côté visuel. Il y a des gags sans être ridicule, mais qui parlent vraiment aux enfants, et on suit les frasques de Jeannot à travers ça. Et puis d'ailleurs je trouve que en écoutant les retours qu'on va vous mettre, vous allez voir que le côté humour ressort beaucoup, le côté drôlesque de la pièce. Donc effectivement, les enfants qui sont allés voir, les enfants
de tes cours de théâtre en majorité. La plupart, oui. Sont effectivement repartis avec plein d'images dans les yeux, à mon avis. On les écoute tout de suite. Bah, c'est bien. J'ai bien aimé le spectacle, c'était très rigolo. Les acteurs, ils jouaient bien, les bruits et tout. C'était marrant et surtout les petits canards à la fin quand il est parti. En fait, j'ai bien aimé quand le gros canard il sortait de la machine. Je trouve que les personnages étaient dynamiques. Je pense qu'il y a beaucoup de travail sur cette pièce, malgré qu'ils sont que deux. À la base, on ne pensait pas qu'ils étaient que deux, mais en fait. C'était bien et puis c'était drôle. Inventer des choses. J'aimais bien quand il y avait du papier qui sortait de la machine à laver. C'était bien, mais moi je trouvais que c'était étrange parce qu'à un moment, à la fin, ils étaient partis et ils sont direct revenus dans la machine. Ils sortaient de la machine. J'ai bien aimé le côté comique. Et par exemple, le moment où il y avait la balle, elle était invisible, il faisait des bruits et il mimait l'endroit où était la balle, par exemple. Des sons enregistrés pour faire semblant qu'il y a des objets qui tombent. Voilà. J'en ai pensé que c'était agréable à regarder, un moment léger où en fait on se laisse aller à ne plus chercher trop le sens des choses. Voilà, je pense que c'était très accessible pour les petits enfants de ce fait-là. Pas forcément une trame bien compliquée, plutôt des petites scénettes les unes à la suite des autres. Donc. C'était bien parce que ça montrait vraiment comment c'est le théâtre. Qu'est-ce qu'on va faire aussi, pour nous apprendre un peu. Ils parlent fort. Ouais, ils ont toujours tourné les pieds devant le public comme ça. L'expression du visage aussi. Alors c'est marrant, effectivement, ces enfants qui vont voir le spectacle, qu'ils ont beaucoup aimé d'ailleurs, beaucoup de légèreté, beaucoup d'humour, ça ils l'ont noté. Mais quand ils vont voir un spectacle, ils ont toujours aussi en tête, moi je fais partie d'un cours de théâtre et comment eux ils font, parce que moi je dois aussi apprendre. Oui, c'est très drôle, là, moi ça me fait beaucoup rire. L'un des derniers commentaires, ils ont les pieds devant le public, ça c'est parce que je n'arrête pas de leur répéter qu'on ne tourne pas le dos au public, et donc pour pouvoir les aider, mettez vos pieds face au public, comme ça vous êtes sûr qu'on va vous voir. Et donc je suis très contente qu'ils aient retenu et qu'ils aient observé que dans un spectacle professionnel, c'est ce qu'on fait. Donc n'hésitez pas, auditeurs, à emmener vos enfants au spectacle parce que ça fait partie de la culture, ça fait partie de ce qui se passe sur notre territoire et c'est aussi leur apporter aussi tout un tas de façons de se comporter aussi devant les gens, de se comporter à l'oral, d'être à l'aise dans leur expression. Ouais. Et puis sur un spectacle comme ça, ce qui est très intéressant aussi, c'est que, comme toujours, nous on a nos regards d'adultes, on perçoit certaines choses. Jeannot, il est inadapté au travail, c'est vrai, il a du mal à se faire à l'usine, au rythme, etc. Et la pièce ne se termine pas très bien. Il n'est pas fait pour ce travail-là, donc on pourrait se dire, oh là là, c'est triste. Mais en fait, il y a beaucoup de magie et de légèreté. Et ce que retiennent les enfants, finalement, c'est que on peut mettre de la magie un peu partout. Et donc, c'est bien aussi de leur montrer ça. Oui, de les laisser un petit peu dans leur monde d'enfant aussi, c'est bien. Oui. Donc notre dernière rubrique, comme tous les jours, comme à chaque fois que nous faisons Derrière le décor, notre dernière rubrique c'est le théâtre, ça se lit aussi. Et aujourd'hui, tu as choisi une pièce plutôt ancienne quand même. Oui, il en faut un petit peu pour tous les goûts. Donc là, j'ai décidé pour notre émission d'octobre de vous parler de L'île des esclaves de Marivaux, qui est une comédie en un acte qui date de 1725. Donc effectivement, ça ne date pas d'hier. Alors, cette pièce assez courte se présente en 11 scènes et met en scène 5 personnages. On a un navire qui a fait naufrage au large de la Grèce, sur la célèbre île des esclaves. On a Iphicrate et son esclave Arlequin qui apparaissent d'abord, et on comprend très vite que sur cette île, les rôles sont inversés. Donc le maître devient l'esclave, et l'esclave prend la place de son ancien patron. Alors, Arlequin s'amuse dès le début de cela, et taquine son maître en refusant de lui obéir. On imagine que pour lui, il est plutôt satisfait. Iphicrate prend donc son épée pour le châtier. Mais apparaît Trivelin, le gouverneur de l'île, lui-même ancien esclave, affranchi. Donc il explique les règles à Arlequin et Iphicrate, mais également à Euphrosine et son esclave Cléantis. Donc les anciens maîtres sont dévastés, forcément, de devoir devenir les objets de leurs anciens esclaves, et ceux-ci doivent d'ailleurs brosser un tableau précis du caractère de leur ancien maître et mettre en lumière leurs défauts. C'est une de leurs missions dès le début. Voilà, on leur demande comment se comportait votre maître.
Donc évidemment, on se doute que les esclaves font ça avec beaucoup de verve et d'humour, et le but étant évidemment que les maîtres se rendent compte de leur vanité, de leurs défauts, puis du fait qu'ils se sont mal comportés quand ils étaient en haut de l'échelle, on va dire. Donc sans vous dévoiler la fin, sachez que cette comédie est basée sur la notion de pardon, et cherche à montrer que ce n'est pas le rang qui fait la bonté, mais d'avoir un cœur bien placé. C'est une pièce qui se lit d'un trait, elle est vraiment très courte et très facile à lire, avec beaucoup d'humour. Et j'ai choisi pour vous, chers auditeurs, un passage que je trouve particulièrement savoureux, qui se passe pendant la scène 3, et où il est demandé justement à Cléantis, donc l'ancienne esclave, de faire le portrait de sa vaniteuse maîtresse. Et on peut dire qu'elle se régale à le faire. Donc j'ai demandé à Anita de lire le rôle de Frosine, l'ancienne maîtresse. Bien oui, quand même. Et je vous lirai donc le rôle de Cléantis. Allez, c'est parti. Par où commencer ? Je n'en sais rien, je m'y perds. Il y a tant de choses que j'ai vues, tant remarquées de toutes les espèces que cela me brouille. Madame se tait, Madame parle. Elle regarde, elle est triste, elle est gaie. Silence, discours, regard, tristesse et joie, c'est tout un. Il n'y a que la couleur de différente. Ces vanités muettes, contentes ou fâchées, ces coquetteries babillardes, jalouses ou curieuses. C'est madame, toujours vaine ou coquette, l'un après l'autre, ou tous les deux à la fois. Voilà ce que c'est, voilà par où je débute, rien que cela. Je n'y saurais tenir. Madame se lève. A-t-elle bien dormi ? Le sommeil l'a-t-il rendue belle ? Se sent-elle du vif, du sémillant dans les yeux ? Vite, sur les armes. La journée sera glorieuse. Qu'on m'habille. Madame verra du monde aujourd'hui. Elle ira au spectacle, aux promenades, aux assemblées. Son visage peut se manifester, peut soutenir le grand jour. Il fera plaisir à voir. Il n'y a qu'à le promener hardiment, il est en état. Il n'y a rien à craindre. Madame, au contraire, a-t-elle mal reposé ? Oh, qu'on m'apporte un miroir. Comment me voilà faite ? Que je suis mal bâtie ? Cependant, on se mire. On éprouve son visage de toutes les façons. Rien ne réussit. Des yeux battus, un teint fatigué. Voilà qui est fini. Il faut envelopper ce visage-là. Nous n'aurons que du négligé. Madame ne verra personne aujourd'hui. Pas même le jour, si elle peut. Du moins, ferait-il sombre dans la chambre. Cependant, il vient de la compagnie. On entre. Que va-t-on penser du visage de madame ? On croira qu'elle en l'est dit. Donnera-t-elle ce plaisir-là à ses bonnes amies ? Non, il y a remède à tout, vous allez voir. Comment vous portez-vous, madame ? Très mal, madame. J'ai perdu le sommeil. Il y a 8 jours que je n'ai fermé l'œil. Je n'ose pas me montrer, je fais peur. Et cela veut dire ? Messieurs, figurez-vous que ce n'est point moi, au moins. Ne me regardez pas, remettez à me voir. Ne me jugez pas aujourd'hui, attendez que j'ai dormi. J'entendais tout cela, moi. Car nous autres esclaves, nous sommes doués contre nos maîtres d'une pénétration. Ce sont de pauvres gens pour nous. Je ne sais pas où j'en suis. Vous en êtes aux 2/3, et j'achèverai pourvu que cela ne vous ennuie pas. Et je vous laisse évidemment découvrir la suite. Bien entendu. Donc, derrière le décor, c'est terminé pour aujourd'hui. Et oui, déjà. Donc, auditeurs, n'oubliez pas de commenter en dessous la vidéo. N'oubliez pas aussi de nous dire si vous avez des envies particulières pour cette émission de Derrière le décor. Si vous avez envie de participer aussi, nous vous accueillerons bien entendu avec plaisir, que vous soyez artiste ou juste fan de théâtre. Avec plaisir. N'hésitez pas à me contacter à théâtre@keksud22.com. Et puis sinon, on vous retrouve en novembre. On vous retrouve en décembre. En décembre, oh là là. Le temps passe tellement vite. À décembre. Amandine et Anita vous invitent derrière le décor avec le Keksud 22. Oui, je me suis dit, j'ai dit octobre à un moment donné. Bah tant pis. Ah oui, je me permets. J'ai dit